on a un peu trop tendance aussi à faire une promotion de la technologie qui va accompagner, qui peut faciliter. D'essayer de trouver les conditions les plus favorables pour que le projet arrive à éclore. En fait. Et ça fait rêver. Et bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette table ronde consacrée à la Deep Tech en Occitanie. On va parler du coup ce matin, alors merci pour les gens qui sont présents sur place, merci pour les gens qui nous suivent à distance. On va parler ce matin justement de tout cet univers Deep Tech, et puis on a décidé de prendre une question en fait dans le titre, rêve ou réalité. Donc on va en débattre un peu tous les quatre ce matin. Je me présente au nom, je vais d'abord vous laisser vous présenter, je vous présenterai un dernier, et puis on va commencer par Catherine, si tu peux te présenter. Catherine Lambert, donc je dirige le CERFAX, qui est un centre de recherche privé sur tout ce qui est calcul haute performance, modélisation et simulation. Vincent, je t'en prie. Alors, Vincent Galinier, je suis architecte à l'entreprise chez Airbus et en charge d'un laboratoire d'innovation. Patrick. Patrick Azneuve, je suis le président de Toulouse Tech Transfer. Toulouse Tech Transfer est la SAT toulousaine, Société d'accélération du transfert de technologie. Et j'aurai plein de questions sur ça par la suite, j'imagine bien. Et du coup, moi, Quentin Richard, donc je vais être l'animateur de cette table ronde. Et je suis aussi chef de projet entrepreneuriat au sein des équipes de la Mêlée, notamment dans le bâtiment que vous avez ici, le Quai des Savoirs. On a un programme de pré-incubation de start-up qui est juste à côté. Pour ceux qui intéressent, on peut faire une visite justement juste après, parce que les projets sont là. Et bien, première question un peu pour vous, c'est que... encore un anglicisme, j'ai envie de dire. Après la Startup Nation, les startups, tous les phénomènes un peu d'innovation, on utilise beaucoup d'anglicismes. J'ai un peu envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la Deep Tech ? Qu'est-ce que sont ces deux mots-là et qu'est-ce qui signifie derrière ? Alors pour vous, ou si vous avez des définitions qui peuvent être par des ensembles, je sais notamment que la BPI, je crois, a une définition assez précise de la Deep Tech, mais pour vous, que veut dire Deep Tech ? Je démarre. Donc pour moi, le Deep Tech, c'est innovation technologique, en fait, une rupture qui est due à une technologie donc qui est peut-être pas obligatoirement nouvelle, mais qu'on arrive à apporter sur le marché. Moi, j'aime bien la définition de la DPI. Donc d'abord, c'est un produit assez percutant sur le marché. Le côté disruptif de la technologie, ça, c'est la force et la faiblesse de la Deep Tech. Et j'aime bien aussi la partie lien avec de la recherche. Donc, on est vraiment dans la technologie et la recherche. Je crois que tu vas faire une très belle transition partie recherche, peut-être, si tu as, Patrick, toi, ta définition ? Oui, enfin de manière simple, technologie de rupture. Donc, ce sont des startups qui se créent sur un certain avantage concurrentiel lié à la technologie. Alors j'aurais tendance à dire que nous, la Deep Tech, c'est presque tous les jours, ou quasiment. TTT cherche à valoriser les résultats de la recherche publique, donc des résultats qui sortent des laboratoires et qui, donc, par définition, ont une certaine forme d'avance sur ce qui peut se faire. Et l'idée, c'est de transformer ces résultats en preuve de concept, en produit, en service, de manière à pouvoir générer une start-up derrière. Alors, vous avez parlé de deux choses moi, qui m'intéressent. On ne voit pas forcément le lien direct entre laboratoire et start-up. Est-ce que vous avez des exemples précis, typiquement de technologies qui ont pu sortir de laboratoire, qui ont après été portées justement dans des projets typés start-up ? Parce que le lien, pour la plupart des gens, on voit surtout, nous, typiquement, on a un programme de pré-incubation où les projets viennent souvent avec des idées, soit parce que dans leur ancien métier, ils avaient mis des choses en place, mais comment justement on peut utiliser des technologies, ou en tout cas des choses qui ont été développées par des laboratoires pour ensuite les développer dans des start-up ? Alors, des exemples, on peut en trouver assez facilement. Enfin, je prends la main. En 10 ans, TTT a accompagné une trentaine de startups avec des fortunes diverses, et bien évidemment, puisque c'est jamais un gage de réussite à 100%. Les résultats scientifiques sont ce qu'ils sont, les résultats technologiques. Ensuite, on passe à l'épreuve du marché et à l'épreuve de l'entreprise. Ce qui, pour certains, est vraiment une épreuve. C'est pas parce qu'on est un spécialiste, un grand sachant dans son domaine qu'on maîtrise toutes les composantes de la création d'entreprise et du développement d'entreprise. Donc peut-être on y reviendra après. On essaye aussi de faire au-delà de s'appuyer sur les résultats de recherche, c'est de composer des équipes de manière à avoir des startups, donner tous les gages de réussite
au moins au démarrage, à une start-up. Dans des exemples, je peux vous en citer deux assez récents, aux réussites un peu récentes. C'est par exemple la société Micropep avec des micropeptides qui ont été mis au point dans un laboratoire toulousain. Ces résultats ont intéressé. Alors il se trouve que c'est un développeur d'affaires de TTT qui a pris cette affaire en main, qui a créé une start-up pour développer aujourd'hui des micropeptides qui permettent de limiter les intrants, qui permettent aux plantes d'être plus résistantes au stress hydrique, par exemple, aux maladies, donc éviter les intrants chimiques. Donc c'est une start-up qui aujourd'hui a dû lever, qui a été créée en 2016, qui a dû lever 23 millions d'euros, je crois, qui commence à se développer aux États-Unis et qui est en phase de nouvelles opérations pour les mois à venir. Vous en avez une autre qui s'appelle Authentic Material, que j'ai en tête, qui a fait son inauguration de nouveaux bâtiments la semaine dernière, qui a dû être créé en 2017 peut-être, avec une technologie issue de laboratoire toulousain sur de la reconstruction de matériaux. En clair, c'est et des matériaux qui peuvent être nobles. De la corne quand on fait des couteaux, par exemple, des chutes de cuir. Donc, il y a un procédé de réduction en poudre, de micronisation et de remise en forme du matériau, ce qui permet de limiter les déchets et d'être dans une logique de réincorporation de matériaux et limitation de matières premières. Catherine, peut-être des exemples ? Oui, ce que je voulais aussi mentionner, ce qui me paraît important, c'est ce lien entre la recherche, des résultats de recherche et l'industriel. L'industriel, ça peut être une start-up, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'une entreprise où on va reprendre pour un produit donné. Donc nous, côté Serfax, on est plutôt on travaille notamment avec des actionnaires, des gros actionnaires comme Airbus, Safran, Total, donc qui récupèrent en fait nos résultats pour les intégrer dans leurs produits. Moi, en fait, il y a un sujet actuellement sur lesquels on essaie de se projeter, c'est tout ce qui est quantique. Et on voit sur le quantique, alors pas obligatoirement qu'en région Occitanie, mais partout en France, énormément de pépites, de start-up qui se montent et qui se montent à partir et avec dans leur équipe des chercheurs, en fait. Des chercheurs en photonique, des chercheurs... et c'est bien toute cette connaissance qui est apportée par le chercheur avec des entrepreneurs qui vont permettre de développer toutes ces startups. Il y a un volet dont on parle peut-être moins, c'est l'aspect formation, parce que pour moi, l'innovation, elle s'ancre sur ce triangle qui est à la fois la recherche, la formation et l'industrie. Et on arrive aussi à ces deep tech parce qu'on arrive à former ces jeunes qui rejoignent ces jeunes pousses. Et pour faire le lien, l'idée est vraiment de prendre ce sujet-là à la racine. Donc souvent, on a des chercheurs, on a des gens très digitaux qui veulent monter leur start-up pour aller vers des deep tech. Ce qui est important, c'est de les accompagner à structurer leur démarche. Parce qu'on est dans un monde digital qui fait une promotion de la technologie, des fois de la technologie facile. C'est là où cette structuration est importante. Donc l'idée au niveau dès l'université. Donc c'est pour ça que, par exemple, on soutient le Catalyst qui forme justement ces jeunes étudiants à développer leur idée, à être accompagnés. Des instituts de recherche qui poussent justement à pousser les limites de la technologie. Et nous, industriels, de commencer à les sensibiliser sur c'est quoi un environnement industriel, un environnement opérationnel, qui n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui n'est pas la fête à la techno et tout ce qui est facile. Et en fait, c'est cette convergence des trois qui est nécessaire de plus en plus. C'est structurer des initiatives et ne pas être sur de l'innovation open bar ou un peu facile. Je vais reprendre ce que tu as dit, Catherine, parce que d'après ce que je comprends de ta vision, en tout cas, de la partie Deep Tech, les trois sont bien représentés ici, donc ça tombe bien. La formation, mais... Oui.
On peut aller chercher quelqu'un de l'équipe de la mêlée de la formation si tu veux. Non, moi, je voulais reprendre sur ce que vous disiez sur les chercheurs, anticiper très tôt justement des demandes ou peut-être des personnes qui ont envie justement d'appliquer les recherches qu'ils font. Déjà, est-ce que d'une part, c'est facile à mettre en place aujourd'hui dans des industriels, dans des entreprises ou voire dans des startups? Et surtout, la deuxième question, c'est que on voit souvent pas mal de chercheurs français partir de France, aller aux États-Unis, monter des gros projets et après justement peut-être pour la plupart revenir aussi. Je pense notamment à Luc Julia qui avait créé Siri, qui au final est revenu dans le groupe Renault récemment. Est-ce que vous voyez ça encore aujourd'hui d'actualité ou est-ce qu'il y a une véritable transformation et est-ce qu'on arrive à garder justement cette force vive en France et l'appliquer au sein des projets français? Je vais prendre ma casquette d'ambassadrice France 2030 côté numérique. Grâce à France 2030, il y a quand même beaucoup de budgets qui ont été mis en place et justement pour essayer de conserver toutes ces pépites et tous ces potentiels qu'on a en France, à la fois côté recherche et dans des startups ou dans l'industrie. Et je pense que... je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore qui partent en effet vers d'autres pays et d'autres horizons, mais on voit qu'il y a de belles réussites actuellement en France. Ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus d'intérêt des étudiants qui viennent nous visiter. De plus en plus d'intérêt pour cette après-carrière d'étudiants. Et on parlait justement de cette formation. Les entreprises maintenant se lancent aussi dans la formation. Commencent à voir qu'intégrer des étudiants, ça a été un peu oublié. Et justement, il y a eu des périodes où les jeunes ne se retrouvaient plus dans l'entreprise. Maintenant, ces partenariats, pour moi, ils commencent à marcher. Donc on commence de plus en plus à voir les industriels participer à ces écosystèmes externes. Et puis, je vais prendre un autre exemple. Nous, on a même monté des formations en cybersécu. Donc ça a été déjà présenté la semaine dernière. Pour dire, et si en plus on devenait acteur de cet accompagnement des jeunes, de la formation, pour justement montrer un autre intérêt et montrer une autre image de l'industrie. Alors, autre question que j'ai sur la partie justement un peu plus, on va dire, pas grand groupe, mais start-up. Moi, j'ai une grande question, elle va être plutôt orientée vers toi, Patrick. Comment on fait pour qu'un chercheur qui justement a prouvé qu'il y avait quelque chose dans un laboratoire puisse devenir un start-upper? Parce qu'on est quand même sur deux métiers radicalement différents. Est-ce que la transition est facile? Est-ce que c'est pas la même personne et donc du coup, il faut amener quelque chose d'autre? Comment ça se passe d'un point de vue opérationnel? Comment on fait? Je ne sais pas. C'est lui qui le sait. C'est le porteur de projet. Enfin, au-delà de la boutade, c'est d'essayer de trouver les conditions les plus favorables pour que le projet arrive à éclore, en fait. Et on ne se lève pas un matin en se disant tiens, aujourd'hui je deviens un start-upper, créateur d'entreprise. Il y a souvent pour certains une idée de fond. Pour d'autres, c'est un cheminement. Nous avons des chercheurs qui se disent tiens, là, moi je suis intéressé par l'impact de mon travail, à quoi ça sert ce que je fais aujourd'hui, à quoi vont servir mes résultats, à quoi ils peuvent servir, et comment moi je peux accompagner cette transformation du labo vers le marché, vers le climat, vers la transition énergétique, vers l'entreprise. Enfin, comment est-ce que j'ai produit, je peux l'accompagner et le valoriser. Voilà. Et à partir de là, il y a un cheminement. Certains se sentent une âme d'entrepreneur et donc se lancent dans l'aventure de la création d'entreprise. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est ne le fais pas seul. Alors au-delà de toutes les structures d'accompagnement qui peuvent exister, nous-mêmes à TTT, on est quand même à la source des technologies. On a des programmes qui sont d'accompagnement, qui sont normalisés, que l'on mène avec l'incubateur Nubo, avec d'autres structures d'accompagnement. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences pour accompagner ces projets. Il faut taper aux portes, voilà. Poser des questions. Et poser des questions, c'est pas, là c'est pareil, c'est pas juste un mail. Aujourd'hui, on est à une époque où tu as contacté quelqu'un, oui, j'ai envoyé un mail. Il n'est pas intéressé parce qu'il n'a pas répondu. Ah bon, mais tu l'as appelé. Enfin, au-delà de la boutade, il y a aujourd'hui une certaine peut-être
recherche de facilité dans les contacts qu'on envoie, on attend que ça revienne. C'est vraiment une démarche. Tout à l'heure, on entendait parler de passionnés. Il faut avoir affaire à des passionnés. Quand on est passionné, on s'accroche jusqu'au bout. Et on ouvre les portes, on tire des ficelles, on pose des questions et on fait avancer son projet. Et donc, ce que l'on essaye de faire, et je dirais qu'un des gages de réussite de ce qu'on peut voir, nous, dans l'accompagnement de start-up, c'est la complémentarité de l'équipe. Et on se rend compte que les projets qui fonctionnent le mieux, ce sont des projets où les équipes sont complémentaires. Et je dirais presque que ce qu'on aime voir venir, c'est un projet qui s'appuie sur des résultats de recherche, donc de la deep tech, de la technologie de rupture, que l'on va essayer de maturer, et avoir des chercheurs qui sont intéressés par l'aventure de la création, qui veulent s'impliquer dans la création d'entreprises, mais qui ne veulent pas forcément devenir start-upers eux-mêmes. Et c'est de dire, trouvez-nous quelqu'un qui va nous aider à monter ce projet sous forme de création d'entreprise. Voilà. Ça, c'est un élément important. On y travaille beaucoup à TTT, en partenariat avec Dubo, avec d'autres partenaires. C'est un des axes aussi, un des piliers que l'on a inclus dans le PUI, pour l'universitaire d'innovation, qui est un des derniers grands projets mis en place par l'État, qui demande aux sites académiques de s'organiser pour avoir une réponse commune, fluide à tous les besoins d'innovation, que ce soit pour des entreprises, des PME, des grands groupes, des start-up, des institutionnels, des porteurs de projets individuels. Donc c'est un pilier important que l'on a mis dans ce projet, qui est parti pour 4 ans, et dans lequel on associe l'ensemble des partenaires de la zone académique de Toulouse. Je suis un peu long. Je réagis juste un peu sur les gens ne se lèvent pas en se disant je vais créer ma start-up. On commence à le voir de plus en plus quand même. Des gens qui se laissent aller par cette idée de je me sens pas bien ou je me développe pas assez dans mon écosystème, que ce soit l'école, l'université, l'entreprise, et des tendances à pousser les gens à créer leur entreprise. Donc on l'a fait dans les entreprises, on l'a fait chez Airbus. On a vu quand même, pour revenir aussi à ce qu'avait dit Vincent de Malte tout à l'heure, l'important c'est la communauté. L'important c'est de comprendre non pas l'objectif pur technologie, et souvent les gens arrivent avec une idée technologique, mais d'abord l'intérêt social et de communauté. Et ensuite, cette évolution de dire, plutôt que de chercher à faire son entreprise et de monter ça, d'abord, c'est cette tendance à l'intrapreneuriat. Dire peut-être d'abord, regarde la place que ça a dans ton écosystème, comme tu disais, dans mon équipe, trouver ma place dans mon équipe, et à partir de là, développer l'idée. Et juste là, avec du temps, si elle a une réalité plutôt à l'externe, alors pousser les gens et les accompagner jusqu'à créer leur entreprise. Précis justement pour les faire sortir. Il y a l'incubation qu'on fait venir, il y a excuber quand on fait sortir. Mais alors ça rejoint aussi ce qui était dit d'ailleurs sur la formation, parce que j'imagine justement que ces personnes-là doivent aussi évoluer dans leurs compétences, ou en tout cas leurs connaissances, pour au mieux mener leur projet quand c'est de l'intrapreneuriat. Donc il y a la partie formation à tous les niveaux, que ce soit à la base, si on a en plus des chercheurs très techno, il faut leur expliquer comment on gère un projet, comment on structure un projet. Ça va aussi, et pour revenir à ce que tu disais aussi, à de la communication. Parce que souvent les gens sont isolés, ils sont à travers la techno. Je crois que j'ai envoyé un mail, j'ai fait mon boulot. Et non, il faut leur apprendre justement leur place sociale. Et j'allais dire, la première formation, c'est d'abord se faire confiance en soi et monter équipe. On a un peu trop tendance aussi à faire une promotion de la technologie qui va accompagner, qui peut faciliter. Ça, c'est aussi un autre travers. D'abord, monter une structure, une entreprise, une start-up, c'est d'abord quelque chose de social. Et d'abord, la personne doit trouver sa place. Et après viendra la place de la techno. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est d'abord partir bille en tête et vouloir accélérer justement à travers juste cet aspect techno, et souvent un peu casse-gueule. C'est tout le principe de management de transition, d'accompagnement, etc. Aujourd'hui, donc toi, tu travailles au sein d'Airbus.
Aujourd'hui, justement, c'est un processus qui a mis du temps à être mis en place en interne. C'est quelque chose sur lequel il y a eu des questionnements, puis ça a été mis en place. Et surtout, la dernière question que j'ai pour toi, c'est depuis la Covid, comment ça a évolué? Parce que nous, on voit typiquement d'un point de vue purement entrepreneuriat et sur des créations, on va dire, plus innovation typée classique et pas deep tech. Nous, on a vu une explosion du nombre de porteurs de projets qui, justement, avaient envie de créer des choses. Est-ce que ça se voit aussi en interne? Donc en interne, ça se voit aussi. Et j'allais dire, ça a commencé bien plus tôt. On a commencé à monter à l'époque une structure qui s'appelait le BizLab pour soutenir les initiatives. On voit des entreprises qui sont devenues maintenant des deep tech, comme Géotrend, donc elles ont pris le temps pour évoluer. Je pense que la crise Covid a encore plus poussé ça, à faire sa vidéo, de faire de la musique, à se développer dans un certain sens. Et en plus, les gens se sont retrouvés isolés face à la technologie, et donc ils ont eu cette appétence aussi. Donc oui, on a de plus en plus de demandes. On a une promotion très élevée de la technologie. Donc souvent je dis, on en est maintenant à dire l'IA va sauver tous vos problèmes. Donc il y a une vision très technologique du contexte. Et la grosse difficulté maintenant, c'est de dire, non, d'abord tu vas voir ta problématique par rapport à ton vrai besoin business et pas la techno. Donc oui, on a une grosse vague de gens qui veulent entreprendre des projets. Et c'est pour ça que je dis entreprendre des projets. Il faut revenir vers ça. L'objectif n'est pas l'entreprise, mais d'abord entreprendre des projets. Et à travers ça, comment on trouve la place de l'individu, et après on va vers la solution. Ce qui est la définition de base de l'entrepreneuriat. À la base, c'est le projet. C'est pas vraiment la création, la reprise d'entreprise, c'est aussi créer des projets en interne, tout à fait. Catherine, je vais peut-être te demander de reprendre ta casquette France 2030. Est-ce que ça se voit aussi d'un point de vue national? On a vu sur les financements France 2030 qu'il y avait pas mal de financements orientés vers des technologies de rupture. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit justement la création de beaucoup de projets qui soient internes ou qui soient entrepreneuriales pure, start-up? Ou est-ce que les chiffres qui sont démontrés là se vérifient aussi sur la France entière? Oui, ça se voit sur la France entière, et France 2030 a décidé en partenariat avec France 2, donc ça se lance le 27, donc mardi, aujourd'hui, voilà, c'est le scoop. Donc après le journal télévisé sur France 2, il y aura des petits films de 45 secondes qui vont présenter des entreprises et des innovations qui ont été financées par France 2030. Donc n'oubliez pas, France 2 aujourd'hui. Donc, et il y a en fait un certain nombre d'entreprises qu'on verra, donc notamment certaines de la région. Donc n'hésitez pas à regarder ces petits films. Donc oui, pour répondre à votre question, oui. Et c'est peut-être pas assez mis en évidence. C'est pour ça qu'il y a eu cette volonté d'être un peu plus présent, non pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le moyen de télévision, pour rentrer dans les foyers et montrer qu'il y a bien cette appétence vers de l'innovation, vers de nouveaux projets portés et aidés par France 2030. Puis j'imagine que ça va aider aussi à la compréhension des technologies, parce que quand on voit cet été l'explosion de l'IA générative et ce que ça a apporté derrière, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire de la pédagogie autour de ça. Oui, alors là ce sera très court, mais en effet on arrive à comprendre, j'ai vu quelques petits films déjà, on arrive à comprendre très rapidement quel est vraiment l'apport d'une technodonnée pour sa vie, et quelquefois sa vie de tous les jours. Patrick, tu voulais dire quelque chose? Oui, un élément important aussi depuis... alors, il se trouve que la Covid est passée par là entre-temps, mais en 2019, il y a eu une grosse mobilisation avec un plan Deep Tech qui a été mis en place par BPI pour mobiliser des forces, des financements, des investisseurs autour de la création de start-up. Donc, il y a eu, on a senti une poussée en 2019, alors Covid 2020, et ensuite... moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a aujourd'hui une lame de fond où on réfléchit de plus en plus à valoriser par création de start-up. Nous sommes ici dans un site où vous avez plus de 9000 chercheurs, plus de 4000 doctorats, 150 laboratoires, plus de 500 équipes. Enfin, on a une richesse, on l'évoquait tout à l'heure là, on a une vraie richesse sur notre territoire. Et parfois, quand on fait la comparaison avec d'autres, on nous dit ouais, mais enfin, sur Toulouse, la création de start-up, vous êtes un peu en recul par rapport à d'autres sites. Donc il y a tout un tas d'explications, mais peut-être une des plus
j'allais dire, des plus évidentes, elle est historique en fait. On a aujourd'hui, on est issu de filières, je dirais, industrielles implantées depuis longtemps, qui sont massives et qui ont une certaine habitude de travailler avec les laboratoires, qui fait que pendant très longtemps, la première idée pour, on parlait de formation, pour un jeune ingénieur diplômé, la première idée n'était pas forcément de créer une start-up, c'était surtout d'aller travailler à l'époque à l'aérospatiale, chez Astrium, voilà, pour appeler des noms que certains ici dans la salle connaissent bien. Mais en tout cas, il y avait une tradition un peu de relations un peu privilégiées entre les industries locales et les laboratoires. Ensuite, je rappelle aussi que la valorisation par création, la start-up est une voie de valorisation et pas la seule. C'est une voie de valorisation. Il se trouve qu'à TTT, on a un peu changé l'angle d'attaque depuis 2-3 ans maintenant, en se disant, quand on a une technologie maturée, de se dire quelle est la meilleure voie de valorisation, création de start-up ou du licensing aussi classique que l'on fait. Donc aujourd'hui, on traite une trentaine de dossiers de maturation par an. C'est la moitié, c'est une option de valorisation par création de start-up, l'autre moitié, c'est du licensing classique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il ne faut pas que la création de start-up devienne, à un moment, je disais, du pouce au crime. On poussait beaucoup de doctorants à une époque à créer, mais juste pour créer leur emploi, en fait. Et ça, c'est à bannir. On a aujourd'hui des programmes d'accompagnement de doctorants qui sont soucieux de la valorisation de leurs résultats, qui ont envie de créer une start-up. Donc on met autour d'eux un programme d'accompagnement pour les durcir sur le volet création de start-up. Et que ce ne soit pas juste, tiens, il y a un doctorant qui passe, nous on a quelques idées, là, les anciens du labo, tu vas la porter. Non, c'est pas ça. On réfléchit aujourd'hui en termes de marché, adéquation, produit, marché, même d'action commerciale, qui peut être parfois un gros mot dans nos milieux, l'action commerciale. Par endroit, on parle d'action commerciale. Je pose des questions d'action commerciale, on me répond en marketing, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le mail qu'on envoie, et puis on considère que ça, c'est un vrai contact. Non, c'est pas ça. Il y a encore des basiques et des fondamentaux dans ces affaires-là. On a quand même un site qui, depuis pas mal de temps maintenant, s'intéresse justement à l'accompagnement des doctorants. On a une école des docteurs sur le périmètre de l'Université de Toulouse qui a mis en place des formations. À une époque, ça s'appelait les doctoriales. Maintenant, ça a changé de nom. Ça va être relancé dans le cadre du PUI. Une étude récente là, montre que sur Toulouse, alors 5 ans après leur diplôme, vous avez 10% des doctorants qui se sont lancés dans une aventure de création d'entreprise. C'est quand même pas neutre. C'est quand même pas neutre. Alors pas forcément sur Toulouse, puisque les doctorants ils repartent parfois dans leur région d'origine. Mais il y a un vrai, je trouve, mouvement de fond qu'il faut accompagner sereinement. On a des structures, on a des moyens, on a des capacités. Voilà, je pense que pour revenir à la question rêve ou réalité, on est peut-être encore un peu entre les deux, mais on est à la fois dans le rêve et dans la réalité. Tu me piques ma transition et tu commences à répondre à la question au passage. Je me permets aussi de te lancer de bien coller le micro, parce que je vois mes collègues en régie qui s'affairent au son. Justement, je profite de ta transition naturelle. Justement, le point de vue en Occitanie, rêve ou réalité, tu as commencé à donner des exemples aussi de ce qui s'y passe, mais aussi de ce qui peut être amélioré. Quels sont vos points de vue à tous les trois, cette partie-là? Et puis, quel est un peu le plan aussi pour ces prochaines années? On voit une raréfaction notamment de pas mal de financements pour des projets typés start-up ou innovation. Vers où on va et comment on peut au mieux accompagner? Alors, moi, je suis très attaché à l'humain et à l'équipe. Voilà. C'est ça qui fait une équipe. On parle souvent souvent, et c'est la règle, c'est l'affectio societatis. Quand on crée une entreprise, c'est l'envie de faire quelque chose avec des associés. Ça part de là déjà. On peut avoir une super idée, si on n'a pas l'équipe capable de la mettre en œuvre, ça ne marche pas. Donc c'est déjà l'équipe, l'affectio societatis, arriver à trouver cette équipe qui va porter le projet, et ensuite avoir une équipe qui est... les investisseurs parlent beaucoup de la mise en œuvre.
de l'opération. C'est pas tellement l'idée. D'ailleurs, c'était dit ce matin. On commence petit. Pour voir grand, il faut commencer petit. Hein. C'était un peu ça la formule. Mais c'est voilà. C'est commencer petit et de manière structurée et solide. Et être en capacité de se mettre en œuvre, de mettre en opération. C'est l'opération qui est importante. Et c'est d'ailleurs ce que regardent en général les investisseurs professionnels. On croit dans l'équipe, oui, bon, très bien. Mais on cherche surtout à croire dans leur capacité à mettre en œuvre le projet. C'est ça. Être dans l'action. Je suis entièrement d'accord. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Il y a une nécessité. Moi, je rajoute le terme de culture. On parle de valeurs et tout ça. Les jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une culture. Donc nous, typiquement, pourquoi l'Occitanie aussi? C'est parce qu'on a nos chaînes d'assemblage, parce qu'on est capable de prendre des jeunes pour dire tu vas développer ton idée digitale, mais viens voir les avions, viens voir comment on fait un avion, viens voir, ce sont les plus beaux data centers qui existent, les data centers dans les avions, et ça fait rêver. Et en faisant ça, en montrant, en prenant le temps, on revient sur cette notion de temps, en prenant le temps d'intégrer cette culture, alors ils comprennent, comme tu dis, l'opération. C'est quoi la production? C'est quoi passer en opération? Et là, on arrive dans une maturité, je pense, en plus professionnelle, qui fait que là, on peut se permettre de se lancer dans entreprendre une idée. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise, donc chez Airbus depuis un petit moment, de revenir à c'est quoi la culture d'entreprise. Et ensuite, c'est là aussi où on travaille avec comment on peut insuffler ça aussi dès l'université. Voilà. Ne serait-ce qu'en faisant ces visites-là, ou nous-mêmes en allant dans l'université pour montrer que cette image de l'industrie un peu... on tape sur une poutre métallique, mais c'est pas la réalité. Et je pense beaucoup qu'il faut revenir là-dessus, sur la culture. Il y a une tendance à développer, pour moi un peu trop, cette culture digitale, de dématérialisation. Le lieu importe peu. Donc on s'en est sorti pendant le Covid, mais on s'aperçoit que le lieu importe. Donc je pense que nous, on fait ça au niveau de l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est de découvrir la ville, la cité. Parce qu'il y a une histoire derrière. Il n'y a pas que l'aéronautique, on a aussi la santé, on a aussi beaucoup d'autres écosystèmes autour. On a un monde éducatif qui est assez intéressant. On lance même des projets autour du quantique. C'est quoi la place du quantique en Occitanie? Et ça valorise ça, cette idée de oui, la deep tech a sa place, parce qu'il y a cet écosystème social. Pour moi aussi, enfin, c'est un rêve qui devient réalité. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on a enseigné depuis quelques années dans les écoles, notamment dans les écoles d'ingénieurs, tout ce qui est, le développement des soft skills qui permet de s'ouvrir, qui permet de développer d'autres compétences. Et aussi qui permet, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'en fait, on accepte éventuellement un échec. Et donc, toute cette notion de comment surmonter un échec, on commence à en parler, alors qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'est pas vu comme un point négatif, c'est aussi vu comme une expérience. Et ça, je pense que ça s'apprend dès qu'on est très jeune, quoi. Donc, c'est cette notion de soft skills qu'on a beaucoup développé ces dernières années dans les écoles d'ingénieurs et c'est ce qui me fait me réjouir pour le futur. Oui, c'est un changement culturel français carrément. C'est profond cette notion d'échec en France et cette notion de changement aussi, de peur de l'échec et de rebondir aussi, d'apprendre aussi de certains échecs, notamment sur les soft skills. Ce que vous voyez aujourd'hui justement sur le territoire, on va prendre le territoire occitan en entier, on va pas éviter d'être toulousain centré, on va essayer. Est-ce que vous voyez justement des pôles de compétitivité ou en tout cas des villes aussi qui peuvent apporter en plus sur un territoire occitan? Toulouse est historiquement centré aéronautique grâce à la présence d'Airbus.
Et spatial, pardon. Et spatial, mais c'est vrai qu'on a parlé de la e-santé. On a des villes aussi, que ce soit Montpellier, mais que ce soit aussi Tarbes, qui ont des compétitivités, en tout cas des industries qui sont placées. Est-ce que vous voyez justement un réseau qui se crée aussi dans les villes d'Occitanie, ou est-ce que vous voyez qu'il y a des prémices justement d'évolution dans ce réseau-là, ou est-ce les villes communiquent que entre elles et évitent de s'ouvrir? Je pense qu'on commence à voir cette importance de communiquer et de partager. Donc, je vais reprendre cet exemple sur le sujet du quantique et des technologies quantiques en Occitanie. On a 2 pôles principaux. On a Montpellier et Toulouse. Et à certains niveaux, Montpellier a beaucoup plus de compétences au niveau, j'allais dire, technologique pur. Et on commence à voir l'intérêt de monter ces partenariats, ces échanges. Donc déjà, ces sujets-là sont des gros drivers de l'Occitanie en elle-même en transverse. Et puis c'est vrai qu'on commence à voir aussi des écoles qui font ce lien-là. On a les mines qui commencent un peu à se structurer. Donc nous, on le voit parce qu'on est en train de participer à ça. On a... j'ai pas en tête, mais j'ai cette impression que vraiment, quand on regarde la carte de France, l'Occitanie, autour de la Méditerranée, est un grand axe et que les gens ont envie de plus en plus de partager ça. Donc il y a la bipolarité Toulouse-Montpellier, mais c'est en train de rayonner. Toulouse commence à saturer de toute façon. Donc on commence à voir comment on peut accompagner aussi le développement des écosystèmes autour pour pas que ce soit que des satellites. Quand tu dis Toulouse commence à saturer, tu veux dire par rapport au nombre de projets ou aux compétences qu'on peut avoir sur le territoire? Pas que ça, à l'accessibilité à tout, parce que les gens aussi on voit qu'il y a cette appétence aussi à intégrer la culture de la ville, à intégrer tout ça. Donc le poids de l'écosystème, du transport, le fait que d'autres municipalités, villes se développent. Donc on a des Montauban, on a d'autres grandes villes, fait que les gens se posent cette question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un centre comme la métropole de Toulouse, ou alors se délocaliser dans d'autres proximités. Donc on l'a vu pendant le Covid, il y a eu beaucoup de gens de gens qui se sont délocalisés de la capitale et d'autres. Mais je trouve que c'est intéressant parce que les villes ont commencé à prendre part à ça. On commence à voir des écosystèmes, des Fab Labs, des structures, j'allais dire, sociales qui se créent et qui, pour moi, peuvent être un grand support à tout ça. Question un peu cash. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, enfin, je vis pas trop cette forme de cloisonnement. Pour nous, c'est pas une réalité en tout cas. Il se trouve que sur Montpellier, si on le prend sur le périmètre Occitanie, nous avons nos confrères de l'ASAT à XLR qui fait le même métier que nous. Nous sommes en France un réseau de 13 SAT où on échange beaucoup. Donc on n'a pas tellement de cloisonnement territorial puisqu'on échange beaucoup entre nous. Par contre, il y a un élément important et c'est le cas de toutes les espèces. Le microbiote est quand même important quand on développe des choses. Il se trouve que quand on est issu d'un labo, d'une équipe, d'une histoire, c'est peut-être plus facile de lancer son projet de là où on sort. C'est plus facile quand on est dans un labo à Montpellier de créer son affaire à Montpellier plutôt que d'être parachuté à Toulouse pour une raison qui n'a pas forcément de sens ou de fondement. Donc ça, c'est important. En tout cas, en ce qui nous concerne, les structures qui sont créées, elles sont issues de résultats du site. Donc quoi de plus normal que d'avoir un accompagnement qui se met autour. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est l'accompagnement dès le départ. On le voit bien, quoi. Quand les gens sont accompagnés dès le départ, à l'initiative, bon, après ça donne pas, mais on essaie de s'intéresser à toutes les initiatives de création de start-up. En ce qui nous concerne, pour création de deep tech, encore une fois, start-up deep tech. Mais je sens pas vraiment, à notre niveau en tout cas, le cloisonnement
que tu évoquais un peu là. Après, je l'évoque en question. Ce n'est pas un avis. Et d'ailleurs, il faut trouver toujours le juste milieu. Je me permets de rappeler ici que nous avons 2 SAT sur le territoire, une à Montpellier, une à Toulouse, sur 13 en France. Nous sommes les 2 SAT en France qui voient dans leur actionnariat la région Occitanie, bon, qui amène aussi une forme de, je dirais peut-être de cohérence. Donc la région Occitanie, comme Toulouse Métropole pour Toulouse Tech Transfert et la métropole de Montpellier pour la SAT AXLR, nous avons 2 grosses collectivités qui sont au capital de nos sociétés. Donc il y a aussi un souci de l'accompagnement local, vraiment. Ce qui n'empêche que nous avons aussi des startups qui vont se développer à l'étranger. Oui, parce que parfois le marché aussi peut être présent à l'étranger. Le marché français ne peut peut-être parfois pas suffire pour un projet de haute technologie. Je rebondis sur cette partie-là, justement, cette partie cloisonnement. On avait souvent l'impression, alors peut-être avant le Covid, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, que pour un financement de start-up, on était obligé de passer par Paris à un moment donné. Est-ce qu'on est sur un peu la même obligation sur les deep tech, dans le sens où pas mal de fonds, en tout cas privés, sont présents sur Paris et c'est assez compliqué de les voir venir en région. En tout cas, c'est plus au projet d'aller les chercher. Est-ce que vous voyez justement ce même ordre-là sur du développement, ou même au sein d'entreprises, on peut avoir justement des bureaux qui sont présents aussi à Paris? Et est-ce qu'à l'instar de nos confrères allemands qui sont très régionalisés, est-ce que nous, on est encore un peu parisiano-centré? Je vais parler du spatial, un secteur que je connais un peu. On voit quand même, on a des compétences. Enfin, le fait d'avoir des compétences en région fait qu'on est un terrain d'attractivité pour ces startups qui voudraient s'implanter et pouvoir bénéficier de tout un tissu de compétences. Alors à la fois pour embaucher, parce que c'est important, on a énormément d'étudiants qui sortent d'école sur Toulouse, mais aussi d'avoir des compétences, enfin de l'expérience autour de soi pour pouvoir monter en puissance et avoir des donneurs d'ordre. Alors ça marche sur le domaine spatial, ça marche aussi sur l'aéronautique, bon, c'est plutôt les domaines que je connais le mieux, mais je pense qu'on pourrait développer. Donc je pense que enfin, sur ces 2 secteurs-là, il n'y a aucun souci, la région continue à être attractive et on n'a pas besoin de monter sur Paris obligatoirement. Et peut-être d'avoir une petite pensée aux équipes de Invest in Toulouse qui justement aussi sont en recherche de projets français à industrialiser. Et on les félicite surtout. Oui, complètement. Ouais, c'est sûr que si on compare avec Paris, Paris, tout est à portée. Bon, après, on a capacité ici à trouver des acteurs locaux qui commencent à accompagner des projets. Et ensuite, tout dépend des besoins que l'on peut avoir. C'est sûr que quand on commence à avoir des besoins de 5, 10, 15 millions d'euros, on trouve rarement des acteurs locaux. Mais ces besoins de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça ne vient pas comme ça ne sort pas du chapeau. Ça sort d'un projet qui a commencé à se structurer, souvent avec de l'accompagnement local, et ensuite on est en capacité de switcher et d'aller chercher des fonds plus importants, plus structurés, que l'on trouve sur Paris ou que l'on trouve en Europe également. Le fait d'être faire le raccourci en disant que le fait d'être à Toulouse c'est plus compliqué qu'ailleurs pour se financer, c'est pas vrai. Alors je vois que ma régie me dit qu'il y a une question dans le chat et je viens de la récupérer, donc on va remercier Jean-Manuel Serré qui nous a posé une question pour vous dans le chat. Jusqu'où accompagnez-vous les startups? Existe-t-il encore l'appel de la Silicon Valley américain, ou veulent-elles rester en Occitanie, en France, voire en Europe? Merci de la question, Jean-Manuel. Je peux me lancer là-dessus. Je considère que je commence à faire partie des vieux routiers du financement de start-up. Combien de fois j'ai attendu, si ça ne se passe pas comme ça ici, je pars aux États-Unis. Si je dois faire le rapport entre ceux qui ont mis la menace à exécution, en 30 ans de vie professionnelle, je pense qu'avec 3 doigts, j'en ai certainement assez. Et ils ont tellement bien réussi qu'ils sont revenus refaire quelque chose ici. Donc l'appel de l'extérieur, on peut le comprendre. Après, aujourd'hui, encore une fois, franchement, ce sont des filières qui se sont professionnalisées avec le temps.
à une époque, il y a 25 ans, l'époque de la loi Allègre, les incubateurs, c'était un truc, c'est une structure qui sortait d'on ne sait pas où, on va accompagner. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Tout le monde sait, quand on est un peu dans ces affaires-là, tout le monde sait, on se fait une idée de ce qu'est un incubateur, de l'accompagnement, de jusqu'où il peut aller. On a aujourd'hui, je pense, un environnement qui est en capacité d'accompagner des projets jusqu'à temps que les projets puissent prendre leur envol. Mais je vais te citer en exemple de ce que tu viens de dire, une start-up toulousaine qui s'appelle Rive, qui a fait partie d'une des dernières promos de Y Combinator. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Y Combinator, c'est l'incubateur de la Silicon Valley. Ça a été un des premiers incubateurs au monde de start-up et qui continue justement à faire venir des projets étrangers. Rive vient d'annoncer sa levée de fonds et a décidé de rester sur le territoire toulousain. Bon, avec la levée de fonds, ils ont changé de bureau, maintenant ils sont à Labège. On va dire que c'est le territoire toulousain. On va inclure Labège désormais dans le territoire toulousain, avec la prochaine ligne de métro quand elle va arriver. Mais voilà, c'est des exemples aussi d'entreprises qui ont été accompagnées aux États-Unis, pour le coup qui ont été accompagnées à New York, mais qui sont restées sur le territoire toulousain. Donc je me fais l'avocat du... Enfin, la question est très bien posée, mais c'est vrai qu'on voit encore des startups qui restent sur le territoire toulousain aujourd'hui. L'intérêt qu'on a à Toulouse aussi, on est une région opérationnelle. Donc que ce soit au niveau aérospatial, au niveau médical, on a des gros pôles médicaux. Et je pense que c'est important pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans de rester proche de cet écosystème-là. Et cette aventure de commencer une aventure dans la Silicon Valley, ça en fait encore rêver. Ça, il faut pas dénigrer. Sur les aspects purement digitaux, ça peut faire rêver. Mais quand les gens ont déjà une vision du marché et opérationnel, souvent d'abord j'ai l'impression qu'ils restent localement. J'en profite, on a eu une question en live, mais si vous avez des questions en public, n'hésitez pas. On a des micros qu'on peut vous passer aussi pour poser des questions à nos intervenants. Allez, tu peux allumer le micro, Lucas ? Merci. Bonjour, Christophe Audouin, Suez. Ma perception, il y a une dizaine d'années, c'est que les startups, toutes les créations de trajectoires de dynamique n'allaient pas tellement vers les sujets de transition écologique et que des choses sont en train de se passer. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une planification écologique, il y a de l'argent du gouvernement avec des appels à projets sur France 2030 notamment. Est-ce que vous voyez une évolution dans des objectifs de transition écologique des entrepreneurs, des créateurs de deep tech ? Enfin, bon, je vais parler pour moi. Je vois de plus en plus ça, oui. Ouais, alors c'est plutôt des jeunes, mais cette appétence à prendre en compte des aspects environnementaux, moi je le vois de plus en plus souvent. Ouais. Ne pas se limiter à l'aspect technologique, à la performance brute, mais et même j'y intègre l'environnement social. Voilà. Dans l'environnemental, il y a ça aussi. Il y a la vie, on revient sur cette notion de communauté, sur l'impact que je peux avoir et comment je peux créer justement un environnement, que ce soit une communauté ou être j'allais dire, en ligne avec ce qu'on parle de valeurs, de place dans la société, de place dans l'écosystème et tout ça. C'est une taxonomie américaine, mais ESG, environnement, social et gouvernance, pour le coup, c'est ce que tu évoques. Oui, enfin, il y a une prise de conscience générale. Alors après, une fois qu'il y a la prise de conscience, c'est pareil, qu'est-ce qu'on met en action ? On a commencé chez nous par se réorganiser un peu, en se disant on va essayer de concentrer nos efforts sur les technologies qui, d'un côté, ont vocation à soigner les gens, et de l'autre côté, des technologies qui ont vocation à soigner la planète. C'est l'image, mais dans le principe, on a même réorganisé nos pôles pour pour concentrer nos efforts sur ce type de technologie-là. Et ça revient à une question basique, et c'est ce que je fais, à quoi ça sert ?
ce qu'on développe, à quoi ça sert, à qui ça sert. Et je dirais presque que ça doit être une question, pas de tous les jours, mais pas loin. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, à quoi ça sert, à qui ça sert, pour le climat, pour la transition. Les technologies qu'on a en analyse, à quoi ça peut servir. Si c'est uniquement pour une valeur marchande de l'amusement, on va dire, je peux vous dire assez simplement qu'on les regardera moins qu'avant. Et on concentrera un peu plus nos efforts sur des nouvelles technos pour produire un exemple de start-up qui a été créé, qui est un exemple un peu, une synthèse de ce que j'évoquais au début, là, une start-up qui s'appelle Soanache, un professeur de chimie sur le campus de l'UT3, un directeur de recherche du CNRS, qui a mis au point une technologie pour produire de l'ammoniac on va dire, à très faible coût énergétique. Il avait envie de créer une start-up. Il se trouve que dans son environnement et en s'aidant de ses relations, il trouve des gens qui sont intéressés pour créer une start-up. Il constitue une équipe, 4-5 personnes. Ils intéressent des business angels qui ont quelques moyens et qui sont préoccupés par l'impact de leurs investissements justement sur la transition. Ils créent une start-up et ils commencent à développer une technologie. Aujourd'hui, peut-être des chimistes dans la salle, mais produire de l'ammoniac, c'est un procédé à Berboche. Il faut plusieurs dizaines de bars, il faut dépasser la centaine de degrés Celsius, et il a trouvé une méthode pour produire de l'ammoniac en quelques bars et quelques degrés. Donc le gain énergétique est énorme, et on se dit là, peut-être qu'au final, on ne va pas arriver à mettre en place le pilote industriel, on en sait rien, mais on y croit quand même, et on concentre en tout cas nos efforts sur ce type de technologie, plutôt que des technologies du loisir. Juste dire aussi, au-delà de la prise de conscience, il y a les appels à projets qui nous aident, avec des critères qui de toute façon... donc il y a une prise de conscience, et puis on est aidé par les critères des appels à projets pour répondre au mieux sur ces sujets. Et à ce titre-là, on peut peut-être rappeler que désormais, pour un financement régional d'innovation, donc avec la région Occitanie, notamment les équipes d'ADOC, un impact score est obligatoire à remplir. Pour l'instant, il n'y a pas de critères sur le chiffre précis à avoir, mais il y a une image qui est donnée, et quelle que soit la taille des projets, ça va de moins de 5 salariés à plus de 100. Donc on peut voir aussi l'évolution qui aura là-dessus. On a le temps de prendre une dernière question, si vous en avez dans le public. Oui. Franck Bertu de l'agence ADOC, justement. Je voudrais revenir au numérique. C'est vrai qu'on a parlé de l'impact du rapport que nous avons avec l'environnement, avec le social. On commence aussi à avoir un rapport avec l'être humain, tout simplement, avec sa conscience. Et Catherine, tu es présidente du CERFAX, et on travaille aussi avec Vincent sur le calcul quantique, donc à vouloir faire une machine super puissante. Airbus, vous avez, j'imagine, beaucoup de docteurs en intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle qui nous bouscule aujourd'hui dans notre état d'esprit, dans notre rapport avec la machine. Bref, on commence à se poser pas mal de questions sur justement ce que l'on est en train de fabriquer, en tout cas ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Est-ce que, à votre avis, et pour les start-upers qui arrivent, on ne devrait pas mettre un peu plus en question aussi le côté éthique ? Une société à Toulouse s'est créée pour cela et a positionné d'ailleurs Toulouse sur la carte française sur ce sujet, un des premiers à mettre ce sujet au cœur de la construction des systèmes de data et d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait développer cette idée? Quel est votre rapport avec l'éthique de ce que l'on est en train de mettre en œuvre avec le numérique? Je pense que de plus en plus maintenant, c'est pris en compte. On essaie de le pousser au plus tôt. Donc on avait lancé à l'époque, pour revenir sur ce sujet d'écologie, les notions de sustainability by design. Et maintenant, les notions d'éthique arrivent de plus en plus. De toute façon, il y a les lois européennes autour de l'AI qui se mettent en place. Il y a ces questions même d'utilisation de ces outils. Et donc je pense que de plus en plus, on va avoir ça intégré dès le design de l'environnement. Donc la prise de conscience de quelle est la consommation environnementale, quel est l'impact social, donc cet impact éthique.
Et ça, nous, on l'a au niveau de l'entreprise. C'est quoi l'identité d'une entreprise, c'est quoi une culture, et c'est quoi aussi toute la valeur de l'entreprise. Et ça rentre maintenant dans l'aspect social. Ça, oui. Et je me permets de rajouter, parce que c'est une question qui est super importante. On a jeudi, dans le cadre de la mêlée numérique, une journée Data Day, où justement il y a pas mal de questions autour de l'éthique. Il y a une table ronde qui est sur éthique, innovation et justement technologie, donc qui pourrait être intéressante. Et je regardais, c'est pour ça que je regardais aussi mon petit rappel téléphone. On a aussi une table ronde sur Dieu, le hippie, Internet et l'IA. Donc le titre est vraiment aussi bien choisi. Donc il y a pas mal justement ces questionnements-là qui sont mis en avant. On a eu aussi hier une journée qui était spécialisée sur le e-commerce, où on a eu beaucoup de prises de parole sur le DMA et le DSA. Donc, qui sont les règlements européens qui ont été mis en place, et notamment les règles européennes aussi sur la partie IA. Donc, si jamais c'est des questions qui vous intéressent d'aller chercher un plus en profondeur, bon, ce qui était hier, il y aura les replays, et puis jeudi, si vous êtes disponible, avec grand plaisir de vous accueillir. Est-ce que en 30 secondes chacun, une petite conclusion sur le thème et justement cette partie rêve ou réalité, si vous avez quelque chose à apporter? Sinon, on peut en conclure avec ce que tu as dit, Catherine, tout à l'heure, que c'était un rêve qui est en train de devenir une réalité au fur et à mesure. Et je pense que ça peut être aussi un très beau mot de conclusion. Merci à vous en tout cas. Merci à vous en public d'avoir posé des questions. Et puis merci aussi aux gens qui nous regardaient à distance d'avoir posé des questions dans le chat. Et puis tout le reste de la mêlée numérique, aujourd'hui en tout cas, est concentré aussi sur le Business Starter Day et la cybersécurité. Donc il y a plein de choses qui se passent, notamment pas mal de pitch en bas dans la grande salle. Je n'ai pas regardé les pitchs, mais je suppose qu'il y aura de la deep tech, et puis aussi on aura des grands comptes qui viennent préciser leurs problématiques. Donc pas mal de choses et pas mal de choses à regarder. Donc merci en tout cas à vous, et puis à la prochaine.